France Maghreb 2. Diversité, c'est ça. Oh, mais là-dessus, je te rejoins, mais par contre, moi, une araignée ou une petite fourmi, Bien ça sûr, m'effraie. moi j'ai. Est-ce que tu as peur des araignées, Amina? Seulement les araignées, oui. Que les araignées, t'aimes bien les cafards? Moi je déteste les cafards. Non, mais j'en ai vu des gros en Malaisie, et Ouais. c'est bon, maintenant, les petits cafards d'ici ne Ah, alors m'impressionnent tiens, t'as marqué un bon point, Amina. Je souhaite aller en Malaisie, alors c'est bien. Ah, franchement, j'y suis allée il y a 3 semaines de ça. C'était mon premier voyage en Asie et c'est magnifique. Je conseille à tout le monde d'aller en Malaisie. C'est Grandiose. T'as été où, à Kuala Lumpur? oui, Kuala Lumpur. Bon. Et j'ai fait aussi un peu le Cambodge, mais les gens sont très très chaleureux. Et surtout en fait l'ambiance très ouvert d'esprit, chacun fait sa vie, s'occupe de soi-même et il fait très très bon vivre contrairement à chez nous, je trouve. Moi, Bon, eh moi, bien j'ai fait écoute, aussi quoi là. bah, j'ai envie d'y aller, hein, franchement. Moi j'ai Malaisie. fait quoi là Ouais, je et- En fait, conseille, j'hésitais hein. entre Malaisie et Bali, donc. Non, Malaisie. Il va me prendre pour un relou là, Christophe, mais moi ce qui m'a déplu quand j'étais à Kuala, c'est voir des palmiers à huile à perte de vue. En fait, il y a que ça, des palmiers à huile. Et tu sais que l'huile de palme, c'est Nutella et compagnie. Bon, c'est bon, j'arrête, c'est bon. Très bien. Allez, la question du jour, aujourd'hui, je vous la pose et à laquelle, évidemment, vous pouvez réagir. On parle des élections législatives. Peut-on parler de barrage républicain et populaire face à Manuel Valls, le fameux ministre des 49.3? Vous répondez à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2. On compte sur vous. On se fera l'écho de quelques-uns de vos commentaires. On l'accueille, il est avec nous, c'est l'ami Amar. Bonsoir Amar. Bonsoir, salam alaikum. Bonsoir. Dis bonsoir à Amina. Dis bonsoir à Badr. Oui, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Donc Amar, Effectivement, c'est... la Malaisie, c'est un très beau pays. Ah. Voilà. Elle a de bon goût alors, donc, hein. Absolument. Il y a, je sais pas si elle a visité les Batushkev. Oui, Si, c'est sympa, hein. c'est vraiment magnifique. Même leur mosquée est juste superbe. Enfin, c'est. T'as été à Penang? Non, j'ai pas eu l'occasion. Ah, c'est une île sympa aussi qu'il faut voir. Hein, On me l'a conseillé, mais j'ai pas eu assez de temps. Du coup, je prévois d'y retourner. Eh bien, on ira Ah ensemble. oui, Ouais, Allez. parce qu'il faut exactement, vraiment, je suis il faut le faire au moins 2 fois, c'est vrai. Hein. Il y a beaucoup de choses à voir dans ce magnifique pays. Les gens sont très, 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 très accueillants. Franchement. Mais il parle quoi comme langue là-bas? Le Malais. C'est le malaisien, c'est Allez. Oui, Le malais? oui. Le malais. le malais, mais il y a un mélange parce qu'il y a dans différentes régions, c'est pas tout à fait Oui, c'est vrai que c'est pas le tout à même fait la même langage. chose, oui. C'est quoi le malais? C'est ça se rapproche de quoi? Bah, je sais dire merci en malais. C'est quoi tout. merci? Terremakassi. Oula, oui, c'est compliqué. Oui. Makassi. Les Yamakassi. Oui, les Makassi. Très bien. Alors, bon, eh bien, on ira en Malaisie sans problème. Merci en tout cas, Amina, du conseil. Amar, Oui, nous sommes le 4e jour de Ramadan. absolument. Et le 4e jour de Ramadan, nous avons aujourd'hui 3 dates. Alors, la première, c'est 4 Ramadan 795. Ah, j'étais même pas Et né. comment? J'étais même pas né, hein, c'est pour vous dire. Oui, bah, moi non plus. Et donc c'est la mort du grand savant en sciences religieuses, Ibn Rajab, Allah yarhamou. Alors lui, sa famille était originaire de Bagdad et elle a quitté cette ville, puis elle s'installa successivement à Damas, à Al-Quds, puis retour à Bagdad et de cette dernière à la Mecque. Alors Ibn Rajab, il a écrit plein d'ouvrages et tout ça. Il a commencé à écrire un commentaire sur le Sahih de Bukhari, rahimahullah, et c'est la mort qui l'a empêché donc d'achever son commentaire. Mais il a quand même pu écrire un 6e de commentaire du 6 livres ouvrages, et le tout représente tout de même 7 volumes. Hein. Et de nos jours, on trouve quand même des ouvrages que nous a laissé Ibn Rajab, Allah yarhamou. Par exemple, on a comme titre Voyage à Allah, Aimez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même, Cause du pardon, cause au pluriel, ou encore Le mal de l'envie des richesses et de statut. Et un certain Ibn Fad a écrit ceci donc sur Ibn Rajab, Allah yarhamou. J'ouvre les guillemets. L'imam, le hafid, la preuve, le savant, le fiable, l'un des savants qui ont évité ce monde et l'un des imams et des adorateurs. Les savants instructeurs des savants de hadith, l'admonestant des musulmans. Fin de citation. La seconde date, toujours un 4 Ramadan. Alors cette fois-ci, c'est en 927 donc du calendrier hégérien, et c'est le Soliman le Magnifique, dit le Magnifique, le sultan ottoman donc, qui était avec son vizir Piri Mehmed Pacha
accompagné de Mustafa Pacha et de Ahmed Pacha, qui prennent Belgrade. Belgrade, qui était une ancienne ville de la Principauté de Serbie. Et lors de sa prise, cette ville était possession hongroise. 2 tentatives, la première en 1441 des Grégoriens et la seconde en 1456 Grégoriens, avaient échoué. Et donc, de nos jours, afin de commémorer la prise de cette ville, à Istanbul, on trouve notamment des noms comme Belgrade Kapisi ou Porte de Belgrade et Belgrade Ormani aux forêts de Belgrade. Donc ça, c'était notre deuxième date, toujours pendant le mois sacré du Ramadan. Et la troisième date, toujours le 4e Ramadan. Et cette fois-ci, nous sommes en 1237, donc du calendrier hégirien. Et c'est la mort de l'historien et théologien d'origine somalienne, mais qui a vécu la plus grande partie de sa vie en Égypte. Cet homme a d'ailleurs vécu la campagne napoléonienne contre son pays. Et il sera l'auteur de Napoléon en Égypte, chronique de l'occupation française. Voilà donc pour aujourd'hui. Très bien. Quatrième jour de Ramadan, effectivement, il s'en est passé donc événement choisi par l'ami Amar. Merci Amar. Dites-moi, la maison de retraite, il vous autorise à faire le Ramadan ? D'abord, on ne fait pas Ramadan, on jeûne. Et il nous autorise, absolument. Ah bon, c'est un peu dangereux de votre âge, non, à partir d'un certain âge de jeûner? Non, c'est très bon pour la santé. On peut vivre centenaire en jeûnant, mon cher ami. Avec vos médicaments pour le diabète, le cholestérol. Non, ça va, alhamdoulilah, de ce côté-là, ça va très bien. Bon, très bien. Je prends très peu de médicaments. Je prends des médicaments rarissimement quand je peux vraiment pas faire autrement. Alhamdoulilah. Le zétone, ça c'est le meilleur des médicaments. Ah, ça, c'est absolument. Il y a et puis tous les fruits et autres qu'a créé le Très-Haut subhanahu wa ta'ala. Avec Arolom Al-Quran, évidemment. Oui, entre autres. Entre autres. Voilà. Entre autres, voilà, Zmour, accompagné de Zmour. Ouais, absolument. Bon, bah, ça voilà, mon cher Myanmar. Voilà. Vous allez manger quoi ce soir? Je sais pas encore. Bon, bah, bon appétit alors. Merci. Merci Amar. Bon appétit, Amar. Bon, voilà, super. D'ailleurs, tiens, Amina, ça n'a rien à voir. Vous êtes plutôt Shorba ou Halena? Ah, Shorba. Shorba, bah oui, t'es d'Alger en même temps. Exactement. Et toi, Badr? Moi, Harira. Halena. Et hier, j'ai mangé de la chicha. C'est ça? On dit comme ça, Amina? Chicha. C'est quoi ça, c'est chicha? une soupe marocaine. Ah ouais? Je crois, ils la font aussi en Algérie. De toute façon, moi, je suis du Maroc et je suis d'Algérie, donc il n'y a pas de, voilà. Ouais, mais t'as choisi ton camp. Non, j'ai Ouais, pas. t'as choisi Au ta niveau de la cuisine, bien évidemment, je le crie haut et fort. parce que tu connais pas la cuisine La deuxième cuisine au monde, c'est la cuisine marocaine. Hein, attends. Et c'est qui le premier? Voilà. Et la française, paraît-il. Ah d'accord, ok. Ouais. Et la deuxième, c'est les Marocaines. Ouais. Ah ouais. Ouais, je te jure. Ok. Pour Bad. Pour Badr, hein, évidemment. Ah non, pas du tout. Non. Selon les experts Bon, 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone évidemment que vous pouvez appeler maintenant tout de suite jusque 19h d'ailleurs, puisqu'à n'importe quel moment je peux vous intercepter en direct à l'antenne pour savoir qui vous êtes, pour savoir également ce que vous avez envie de nous dire. Donc allez-y, appelez 01 40 33 9000. Libertad bien sûr dans un instant, avis tranché. Mais avant cela, le zapping bien sûr juste après la publicité sur France Maghreb 2, c'est le grand forum. On est ensemble tranquillement jusqu'à 19h avec Amina, notre journaliste à nous, et Badr Melamine, notre écolo à nous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Après ce long tunnel de pub, pire qu'à BFM TV pour le coup. Eh bien, sur le grand forum, c'est le grand forum LGF, ça veut dire que ça marche bien l'émission du grand forum. C'est pour ça il y a beaucoup de pubs. Il y a beaucoup d'annonceurs qui souhaitent faire de la pub pendant le grand forum. C'est comme ça, il faut voir les choses. Voilà. C'est vrai. Donc voilà. Faut bien qu'on ait Amina, un salaire. Famille. Amina Kalash, oui c'est son nom. Oui, Elle est avec nous. Absolument. Amina Badr Kalash. Melamine. J'assume. Hein. Amina Kalash. Non parce que Badr elle l'a un petit peu taclé avec son nom, ça. Ouais, Au moins c'est un nom qui détonne. C'est particulier, Amine, surtout la conjoncture actuelle. Non mais il y a aucun lien avec la conjoncture actuelle. Faut arrêter avec ça sonne très bien, voilà. Okay. Elle en est très fière. Oui. Allez, on va faire un petit tour du côté du standard, ça vous dit 01 40 33 9000. Allez, qui est là? Je ne sais pas. Allô, bonsoir. Allô. Ah, bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Cette voix, Allô. Oui, allô. Oui, c'est Kamel, mon cher. Bonsoir Kamel, comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Je voudrais profiter de saluer tout le monde et bien évidemment de souhaiter un très bon Ramadan à toutes et à tous. Ceux qui sont à l'antenne, j'ai une pensée particulière notamment pour les gens hospitalisés et en particulier aux enfants. Et je reviendrai un autre jour si tu veux bien, Christophe,
me laisser la primeur de parler de ces enfants hospitalisés et de ce qui est nécessaire de faire au sein des hôpitaux, parce que tout le monde parle de plein de choses, mais je crois qu'il y a des buts essentiels dans la vie et un supplément d'âme à amener à ce sujet. Par contre, tout de suite, ce que je voudrais dire, si tu me le permets, c'est très très important ce mois, parce que c'est une introspection sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes, et puis finalement, en élargissant un petit peu le cercle de la famille, il y a aussi cette communauté à laquelle nous appartenons, pour laquelle nous nous battons tous les jours, et envers laquelle il y a beaucoup de choses qui sont dites et d'insultes qui sont proférées. Alors, je ne vais pas noircir le tableau, mais je voudrais simplement dire à tous ceux qui nous écoutent, et tu en es un relais, mon cher Christophe, et je te remercie du travail que vous effectuez à Radio France Maghreb 2, tu en es un relais pour dire à tous ces gens qui nous écoutent, nous allons être appelés à aller voter les uns et les autres, voter pour qui vous voulez, mais voter en faisant, bien évidemment, attention à qui vous allez donner vos voix, à qui vous allez permettre d'être présent pendant de longues années, et savoir qui sont les gens pour qui vous votez, s'ils ne font pas partie de ces gens qui nous ont discriminés, insultés, bafoué nos familles, bafoué nos enfants, nos femmes, nos filles, etc. Je crois qu'il ne faut pas être lobotomisé comme une grande partie de la population, mais bien au contraire, être vigilant, allez voter, faisons-nous entendre, ne quémandons rien, exigeons, et puis au travers de tout ça, bien évidemment en famille, eh bien ayons les discussions nécessaires justement pour notre avenir et le devenir de notre communauté en premier, et de notre pays, dans le pays dans lequel nous sommes. Je crois que c'est très important, je voulais le signaler encore une fois. Merci de me donner encore la parole. Merci Kamel, merci à toi en tout cas, très important effectivement, il faut aller voter. Amina, Badr, le 11 juin, premier tour d'élection législative. Et le 18 juin, le second, oui. Le second tour, effectivement, c'est important pour effectivement se faire entendre, comme le disait tout à l'heure Kamel, pour se faire respecter aussi, c'est important d'aller voter et de ne pas se laisser emporter par... Alors c'est vrai, il peut y avoir dans certaines circonscriptions, comme on l'a vu hier, dans l'Essonne par exemple, jusqu'à 22 candidats. Bon, dans ces 22, il y a forcément un candidat qui vous parle quand même, je sais pas. En tout cas, à vous de vous déplacer, c'est un devoir. Et j'imagine que Badr Belamine et Amina vont se déplacer. Ah oui, non mais c'est sûr. En plus, ça rejoint un peu mon avis tranché, donc c'est important d'aller voter. Hein. Tiens, j'apprends à l'instant que Ariana Grande va donner un grand concert gratuit ce dimanche à Manchester, en hommage aux victimes de l'attentat de Manchester. Donc vous savez que un reproche lui était fait de partir rapidement de Manchester. Elle a décidé donc de revenir dimanche prochain pour faire un grand concert. Voilà. Pour après moi je salue le geste. Hein. Le geste, oui, il est à saluer évidemment. Par exemple, à titre de comparaison, Rihanna n'avait pas annulé son concert après les attentats de Nice. Oui. Oui, effectivement. Tiens, avant le zapping, on fait un petit tour du côté du standard. Libertad 01 40 33 9 pile, bonsoir. Allô. Il est parti, très bien. Bon, eh bien on va passer à notre zapping en vous rappelant évidemment cette question du jour, toujours et à propos des élections législatives. Peut-on parler de barrage républicain et populaire face à Manuel Valls, le fameux ministre des 49.3 ? Vous n'hésitez pas à répondre à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2, place au zapping. Alors dans le zapping d'aujourd'hui bien sûr, hier dans l'œil du 20h de David Pujadas sur France 2, bientôt licencié d'ailleurs, le TATP pardon. Est-ce que vous connaissez d'abord ce que c'est que le TATP, Amina et Badr ? Non. Ah non, comme ça. Eh bien vous allez voir. L'explosif préféré des terroristes par sa facilité de fabrication utilisée par Daesh à Paris, à Londres, à Bruxelles. Ouais, voilà. Une bombe artisanale peut être conçue avec certains produits grand public que l'on peut donc facilement trouver. C'est ça, dans le commerce. Comment ? Avec des produits agricoles là. Ah ouais, et c'est vraiment incroyable parce que dès 2013, l'Europe a mis en place un règlement sur la commercialisation et l'utilisation des précurseurs d'explosifs. Une journaliste a enquêté en caméra cachée et a constaté que la France ne respectait pas toutes les règles. Écoutez cet extrait de ce reportage diffusé hier soir dans le journal de France 2. TATP, une bombe artisanale élaborée avec certains produits grand public qu'on trouve dans le commerce. Dès 2013, l'Europe alerte sur ce danger et rédige ce règlement sur la commercialisation et l'utilisation de ce qu'elle appelle des précurseurs d'explosifs. Il prévoit que les commerçants recueillent des informations sur leurs clients, nom, adresse, nom de la substance, quantité, utilisation prévue.
Est-ce appliqué dans nos commerces? Ces produits qui servent à l'entretien ou aux teintures de cheveux, nous avons voulu en acheter. Nous en trouvons un. Associé à d'autres, il permet de fabriquer du TATP. Au moment de payer, la vendeuse ne nous demande pas notre identité. Elle nous alerte tout de même sur la dangerosité du produit. Vous êtes à pied? Non, je suis en voiture. Venez avec ça à pied, c'est parce que Ah ouais, pourquoi? c'est des produits chimiques. Hein. Ils vont dire qu'est-ce qu'elle veut faire avec 10 litres. Vous allez me donner un sac? Oui, je vais mettre dans le sac. Voilà, donc cette journaliste a montré donc au travers de ce reportage qu'on pouvait acheter des produits, finalement différents produits pour constituer du TATP, produits préférés explosifs préférés des djihadistes. Un reportage, il y avait la réglementation justement européenne, elle permettait pas de grosses quantités, et que Anders Breivik, il était passé par la Pologne pour s'approvisionner, pour faire exploser sa bombe. Cette journaliste a pu quand même acheter 10 litres de ce produit dangereux d'ailleurs. 10. Voilà, 10 litres. C'est incroyable. C'est assez suffisant pour confectionner une bombe assez... Amina, est-ce que ça surprend ou pas? Totalement. Et puis, enfin, il y a eu plusieurs reportages depuis ces 2 dernières années où ils montraient que c'était très très facile de fabriquer des bombes et enfin de manière très très simple, hein, pas besoin d'être ingénieur. Tu vois sur Google. Oui, c'est ça. Sur Internet, on peut fabriquer aujourd'hui une bombe. Tout. C'est là évidemment que n'importe qui finalement peut aller sur Internet et prendre la mode d'emploi d'une bombe. Là aussi, pour le coup, c'est extrêmement dangereux. Alors, dans le zapping, bien sûr, toujours et encore, hier soir, Nicolas Bedos présentait la 29e nuit des Molières sur France 2. Lors de son allocution, au début de la cérémonie, et Nicolas Bedos a ironisé sur la nouvelle ministre de la Culture, mais également sur la présidente du groupe France Télévisions, Delphine Ernotte. Je salue également Madame Delphine Ernotte, a-t-il dit, la présidente de France Télévisions, qui entre 2 licenciements est venue se distraire sur les rires et les applaudissements du public qui était là hier soir. Écoutez ce moment assez drôle. Je salue également Madame Delphine Ernotte. La présidente de France Télé, qui entre 2 licenciements est venue se distraire. Voilà, ça c'est fait au moins, Nicolas Bedos. Bon, c'est marrant ou pas, franchement? Si, c'est pas mal. Après, fallait oser. Faut aimer le personnage aussi. J'ai déposé une fois Nicolas Bedos, il est scénariste aussi, il écrit pas mal de scénarios qui vend. C'est une info comme ça exclue, mais je l'avais déposé sans casque à Neuilly. Il était parti faire des photocopies. Ah bon? Voilà. Sans casque? Sans casque, il m'a dit, est-ce que tu peux me déposer là-bas à l'imprimerie, s'il te plaît? Et il a insisté, puis je l'ai déposé, et je me suis rappelé de ce jeune homme-là qui depuis a gravi les échelons entre guillemets du rire. Bon, effectivement, t'es fan ou non? Pas quand même. Sur certaines choses oui, sur d'autres non. Du tout. Il est pas mauvais, faut pas dire le contraire, il est pas mauvais. Très bien. Alors dans le zapping aussi, messieurs dames, il encourt jusqu'à 20 ans de prison. Nasser Zafzafi, leader du mouvement d'opposition qui secoue le Nord Maroc après plusieurs jours de cavale, il a été interpellé hier matin, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Il n'est pas, en tout cas, il a été arrêté effectivement, Nasser Zafzafi, avec cette arrestation donc qui ne va pas peut-être pas suffire, en tout cas pour calmer les ardeurs, le mouvement qui secoue actuellement le nord du Maroc. Plusieurs villes donc désormais à l'Ocima, mais aussi Tanger. Et écoutez en tout cas la réaction de Salahdine Moulnevzeux, secrétaire général de l'organisation Attaque, qui est basée à Casablanca, qui nous livre donc son analyse sur cette arrestation. On est face à une atteinte et une violation des droits humains parce que l'État veut mettre fin à cette contestation à travers l'arrestation de ses leaders. Mais je pense que l'État se trompe parce que c'est pas en arrêtant ces personnes qu'on va pouvoir arrêter ce mouvement de contestation qui est un mouvement enraciné dans la société locale. Nous condamnons ces arrestations, surtout que les charges retenues sont très graves, c'est atteinte à la sécurité de l'État. On voit pas comment ces personnes ont atteint la sécurité de l'État. Ils sont dans des luttes qui ont été pacifiques durant 7 mois, alors qu'eux, ils ont subi des répressions. Si on prend le cas de Nasser Zafzafi, c'est un cas emblématique de la jeunesse marocaine. C'est une personne qui n'a pas de formation politique, qui vient des milieux populaires, qui a un certain charisme et un certain aura auprès de la population locale. Il a su rassembler les gens. Le grand échec de l'État, c'est que depuis 17 ans, on annonce les mêmes programmes.
Comment voulez-vous que les gens puissent faire confiance à un État qui promet des choses depuis 17 ans qu'ils n'arrivent pas à appliquer? Voilà, en tout cas, c'est Saladin Mzamzine, donc chez le confrère de RFI, à propos de cette contestation qui secoue donc le nord du Maroc depuis plusieurs semaines maintenant. Est-ce que cette arrestation peut mettre un point final sur ces violences qui perdurent depuis quelques semaines maintenant, sur ces agitations du côté du nord Maroc, Badr? Moi, je pense que c'est les pratiques marocaines, on va pas s'en cacher. Moi, je suis du Maroc, je sais comment on procède plus ou moins pour faire taire la contestation. Après, il y a des avis divergents, il y a des gens qui le soutiennent, il y a d'autres non. Il y en a qui se contentent de la royauté, qui l'apprécient, qui estiment que le Maroc il est suffisamment émancipé et développé en Afrique. Et puis il y en a d'autres qui disent qu'il manque des choses. C'est pas parfait le Maroc, hein. Il y a rien qui est parfait nulle part. Toute cette région, on va le dire qui a été complètement délaissée par le roi Hassan II, récupérée par Mohamed VI. Donc j'étais à Tanger il y a quelques temps. Je peux pas dire que cette partie du Maroc soit délaissée. Non, mais quand je parle de Tétouan par exemple, oui, Tétouan était complètement délaissé de. C'est pas vrai. J'y étais justement aussi à Tétouan. C'est des villes, on va dire entre guillemets émergentes. Il faut laisser le temps au temps. Les choses elles évolueront. Mais après, je pense pas que on dit que le mouvement il est pacifiste, mais il y a eu quand même pas mal de violence. Même le leader, j'ai vu certaines de ses vidéos. C'est des prêches assez enflammés. Il est assez il peut représenter une sécurité entre guillemets pour la stabilité du Maroc. Ça, comment dirais-je, les grandes choses ont de petits commencements. Donc il faut. Je sais pas. Je suis pas partisan de l'enfermement, mais après, il faut tout de suite essayer de gérer le problème, à la source. Alors, c'est un peu triste, mais c'est. Amina, je sais pas si t'as suivi un peu cette affaire, cette partie du Maroc qui est en colère. En fait, tout est parti quand un jeune a été broyé, vous vous en souvenez, dans un camion. Voilà. Et là, ça a commencé évidemment à monter tout doucement. Cette partie du nord du Maroc, qui est le Rif, en l'occurrence, très contestataire. Est-ce que finalement, il faut s'en inquiéter aujourd'hui, Amina? C'est sûr, surtout que, je rejoins un peu ce qu'il a dit, Badr. Après, je trouve ça un peu facile de dire ça fonctionne comme ça, et puis il faut laisser les choses se faire. Dans ces cas-là, en fait, tu peux faire ça avec tous les pays du monde, et c'est un peu la loi du plus fort, et ça devient n'importe quoi. Oui, c'est certain, mais par exemple, je pense qu'en Russie, il y a encore moins de droits qu'au Maroc. Non, mais on n'en parle pas. Ça veut rien dire. Et là-dessus, je pense. Je veux dire que je suis vraiment pas sûr. En fait, on a une royauté, on a un roi plutôt ouvert, il faut le dire. Non, certainement, mais après, il y a beaucoup de les apparences, voilà. C'est-à-dire les apparences. Disons que on a peut-être l'impression qu'au Maroc, justement, la situation est meilleure qu'en Russie, et peut-être que c'est pas forcément le cas. Pas nécessairement au niveau des droits, on va dire des droits à la liberté d'expression. Par exemple, il y a un journaliste qui s'est fait expulser là. J'ai vu Anador, un journaliste. Oui, un journaliste algérien. Du journal El Watan. Il s'est fait expulser. Après, je peux pas dire. Mais après, les relations entre le Maroc et l'Algérie sont très tendues. Oui, c'est pas la belle lune de miel en tout cas. Voilà. Après, si on demande un avis extérieur, on regarde le Maroc, on peut pas dire que c'est un pays qui est désœuvré ou qui n'évolue pas. Et au contraire, le Rif, c'est celui qui tire le Maroc, on va dire. Le prochain TGV, il va partir de Tanger. Donc moi j'ai visité Tanger, j'ai été impressionné justement par l'investissement du Maroc dans cette région-là. Oui, et en particulier par le roi Mohamed VI, parce que je précise que quand je parlais tout à l'heure des Tétouans, etc., le roi Hassan II à l'époque avait complètement délaissé cette région. Exactement. Et le roi Mohamed VI, lui, a repris en main et lancé des chantiers colossaux absolument dans cette région, et voilà, le Rif en tout cas, qui est si on peut les comparer visiblement aux Kabyles en Algérie, voilà, c'est des contestataires, c'est des gens qui effectivement ont un grand ils sont attachés à leur culture. Voilà, ils le défendent effectivement, voilà. Oui, ils sont très chauvins. Très chauvins, très nationalistes aussi peut-être. Après, c'est aussi le problème de la Corse, un petit peu, si on pouvait. Oui, mais là c'est autre chose là, la Corse. C'est différent. C'est autre chose là. C'est pas la même revendication, c'est pas la même manière en tout cas. Voilà, c'est ou les Bretons qui revendiquent. Les Corses qui prennent les Kalachnikov, par exemple, tu vois. Voilà, ou des bombes agricoles. Voilà, c'est ça, un truc de ouf.
Échange pro et direct. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron résume son entretien avec Vladimir Poutine hier à Versailles. Une première rencontre entre les deux dirigeants à l'occasion de l'inauguration d'une exposition sur les 300 ans des relations diplomatiques entre Paris et Moscou. Des relations quelque peu crispées sous le quinquennat de François Hollande, mais qui, avec son successeur, en tout cas, se veulent, tout au moins, c'est ce qu'indique cette première prise de contact, placée sous le signe du pragmatisme et de la fermeté. Emmanuel Macron donc bien fait comprendre qu'il n'avait pas évité les sujets qui fâchent. Durant les discussions avec Vladimir Poutine sur la Russie, il a évoqué la ligne rouge des attaques chimiques qui entraîneraient des représailles. Il a précisé qu'il avait abordé le sujet du respect des minorités, notamment en Tchétchénie, et qu'il serait vigilant. Interrogé sur la question de l'ingérence russe durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a affirmé qu'il était passé à autre chose. Écoutez. On a évoqué les choses sur ce sujet-là. J'ai dit au président ce que j'avais à dire, il m'a dit ce qu'il avait à dire, et j'avance. Quand j'ai dit les choses une fois, je n'ai pas pour habitude d'y revenir. Emmanuel Macron, avec Poutine. Macron qui fait du Poutine là, il a l'air ferme un petit peu là. En tout cas, visiblement, il a su le prendre. Hein. J'aime bien. Alors, il y a eu d'autres sujets évidemment d'aborder dans cette conférence de presse. Et quand une journaliste russe a évoqué Russia Today et Sputnik, de médias russes exclus de sa campagne, Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots devant Poutine. Écoutez. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont à plusieurs reprises produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Sous quelque influence que ce soit, je ne le sais. Et à cela, je ne céderai rien. Voilà, devant Poutine, effectivement, il parle de ces deux journalistes, de ces deux journaux d'organes de presse de russes, donc, qui apparemment ont été assez critiques envers lui. Amina, toi qui connais un peu le métier. J'ai cru comprendre que Macron ne portait pas forcément tous les journalistes dans son cœur et qu'il aimerait bien un peu réformer tout ça, vu qu'il va choisir ses journalistes. Donc, est-ce que c'est une bonne chose que le président puisse choisir ses journalistes? Absolument pas. Bien qu'il ait démenti, hein, ils ont démenti à l'Élysée qu'il n'était pas question de choisir les journalistes, mais bon. Oui, mais parfois dans son comportement, ça ressemble un peu à ce que faisait Marine Le Pen. Ça ressemble, je dis pas que c'est pareil, mais. C'est déjà pas l'accession des procédés staliniens. Non, absolument pas. Mais je trouve juste que la liberté de la presse, on a beau être au 21e siècle, ça va pas en mieux. Voilà. Bon. Sinon, face à Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a donc affiché sa fermeté. Il a quand même voulu voir dans cette prise de contact avec le président russe le point de départ d'une relation basée sur le pragmatisme. C'est ce qu'il a essayé de nous faire comprendre hier. Je crois que ça a été un échange extrêmement franc, direct, avec beaucoup de choses qui se sont dites. Et surtout, on voit comment construire de manière concrète une action commune. Alors faut-il le croire, Emmanuel Macron, sur le fait qu'effectivement il y ait du pragmatisme, une action commune qui s'engage ou plutôt nécessaire pour avancer sur la Syrie, notamment l'Ukraine, lutter contre le terrorisme. Est-ce que cet échange a été productif selon vous? Et Emmanuel Macron, de ses hauts de ses 39 ans, bientôt 40 ans, arrive à se faire respecter par les quelques hommes les grands hommes de la planète, quoi. Putin, Trump. Voilà, c'est un débutant en politique. Mais je sais pas, il dégage une certaine sérénité dans ses prises de position. Je le sens pas sur le reculoir. Voilà. Après, il est aussi obligé de se positionner en tant qu'homme fort. Tout le monde l'attend au tournant, justement de par son âge. On avait pu entrevoir ça dans certains de ses meetings où il hurlait, il criait. Oui. Très vindicatif aussi. Il allait se fighter et puis il tient la barre, quoi. Bon, alors écoutez, on en parle évidemment avec vous, 01 40 33 9000. Bien sûr, dans les moments libertad, on peut interpeller à n'importe quel moment un appel au standard 01 40 33 9000, que vous soyez de partout en France. Voilà, tiens, c'est ce que je vais faire maintenant avant la pub. Hop, allô, bonsoir. Qui est là? Allô, bonsoir Christophe. Bonsoir. C'est Fatima de Paris. Bonsoir Fatima de Paris. Comment allez-vous? Salam Danek. Ça va très bien. Aujourd'hui il fait frais. On est bien, on respire. Ouais. Très bien. Ah oui. Donc on respire un peu. Moi je voulais revenir à ce qu'a dit Kemel tout à l'heure, l'auditeur, sur le vote. Et donc je suis tout à fait d'accord avec lui. Et j'incite les gens, c'est plus un devoir, c'est une obligation. Parce qu'on est tellement opprimés que c'est une obligation. Moi, je dis aux gens, votez pour voter pour le changement. Les carriéristes, mettez-les de côté. Oui. Et en particulier, je m'adresse aux habitants du 18e, si vous me permettez, Christophe. Qu'est-ce qu'il y a dans le 18e?
Et je leur dis, attention aux carriéristes, attention à ceux qui ont déjà des postes et qui veulent un poste beaucoup mieux rémunéré, qui sont dans les postes à logement et tout, et qui sont en train de vous jouer de la flûte. Alors attention, il y a des gens comme vous, il y a des gens de la communauté. Votez pour les gens de la communauté dans le 18e. Faites, ayez le pouvoir de changer, de les mettre dehors. Voilà ce que je voulais dire. Merci Fatima, c'est dit en tout cas, et entendu. Merci Christophe et à bientôt. Fatima, on mange quoi ce soir? Pardon? On mange quoi chez toi ce soir? Qu'est-ce que je mange ce soir, moi? Oui, toi. Moi, je sais ce que je mange, enfin, a priori. Ah ben moi c'est shorba parce que moi je suis de l'Ouest. Ouais. C'est toujours shorba et c'est tagine, un petit tagine d'aujourd'hui d'olive, bourrec et comme je suis encore de l'Ouest c'est marouda, c'est super des bon, boulettes pommes de terre, des croquettes pommes de terre et persil avec du persil. Voilà, c'est très très bon. Très bien. Et dites-moi, c'est très bon. Ma chère Amina et Fatima, est-ce que vous êtes de ceux qui mangez tout en même temps ou alors vous faites des pauses? Non. Je mange un peu de tout parce que je peux pas je suis pas patiente pour manger un peu et manger après non. Mais c'est juste pas possible. Moi quand j'ai commencé à manger mon bol de soupe, ça y est, j'en peux déjà plus. Il faut que j'espace un peu, tu vois. Ah non, mais moi je vais vous donner un conseil. La soupe, il faut la faire très très légère. Il faut pas manger beaucoup. Manger un demi-bol. Oui, voilà, un demi-bol. Ah non, moi j'enchaîne 3 bols. 3. Non, parce que si vous enchaînez avec même un bol plein, après ça y est, vous êtes bourré, vous pouvez plus rien manger. En plus avec l'eau et tout, surtout avec la chaleur en ce moment. Il y a autre chose aussi. Vous pouvez manger votre shorba ou votre harira avec du bourrec, avec la fameuse marouda. Et donc, vous pouvez en même temps, au lieu de manger du pain, il faut éviter le pain. Ouais, le pain par contre, c'est vrai. Voilà. Ah ouais, moi j'en mange le pain, ça bourre. Donc en même temps que votre harira, prenez un petit peu. T'as dit quoi? Le pain maison. Ah, j'ai compris le pain en raisin, j'allais dire non, c'est pas possible, on a trop de points communs toi et moi là, ça devient inquiétant. Ah, mais par contre, j'adore le pain en raisin. Ça devient inquiétant, Amina. Je dis ça, je dis rien. Bon, oui, voilà, Fatima. Sahaftolok en tout cas. Merci beaucoup pour vos conseils. Je vous en prie, Sahaftolok, à bientôt et bonne soirée. Merci beaucoup. 01 40 33 9000 dans un instant à découvrir les avis tranchés de Badr Belamine. Il va nous parler de ces insectes, là, tu sais, des trucs bizarres là, qui viennent t'embêter quand il fait chaud, la fenêtre ouverte et qui viennent piquer alors que t'as rien demandé. Puis Amina va nous parler de la montée des extrémismes de l'extrême droite à suivre. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, on est là, messieurs, dames, avec vos appels en direct au 01 40 33 9000. Ça peut débarquer à n'importe quel moment, bien sûr, avec Badr Belamine, notre écolo national. Il est là, bébé. Et Amina Kalash, qui est avec nous aussi. Oh là là. Oh, tu sais, j'en ai tous les jours, hein, donc j'ai l'habitude maintenant. Notre journaliste, bien sûr, avec nous sur France Maghreb 2. C'est parti pour les avis tranchés. Jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors bien justement, on va pas la piétiner, on va en prendre bien soin, notre petite Amina nationale. Comme le veut la tradition, à chaque première émission du Grand Forum, c'est le petit bisoutage, hein, donc c'est toi qui vas débuter cet avis tranché, ma chère Amina. Tu vas nous parler donc de la montée des extrémistes de l'extrême droite en Europe. C'est ça. Donc j'ai constaté, d'ailleurs je suis pas la seule, que dans toute l'Europe, à quelques rares exceptions, justement, l'extrême droite menace les démocraties. Donc, preuve en est, chez nous en France, avec Marine Le Pen, que l'on ne présentera plus, elle a recueilli le 23 avril dernier, justement, 21,3% des voix au premier tour. Donc, c'est un nouveau record électoral pour son parti. Et je trouve ça tellement triste en même temps. Ça représente environ 1,5 million de voix supplémentaires par rapport aux dernières élections. Donc autant vous dire que les extrêmes gagnent du terrain, même dans les pays supposés des droits de l'homme. On peut même dire que l'on arrive vers une fin des partis politiques traditionnels de la droite et de la gauche. Autre exemple justement avec nos dernières élections présidentielles, où aucun parti ni de droite ni de gauche n'est arrivé au second tour. Donc l'extrémisme est bien installé dans le spectre politique. Et si je vous dis tout cela, c'est tout simplement pour vous inciter, vous auditeurs, comme vous autour de la table, n'est-ce pas Badr, à aller voter les 11 et 18 juin prochains pour empêcher justement la nette progression inquiétante de l'extrême droite.
Une extrême droite qui banalise la xénophobie où l'étranger est responsable de tout. Il est le coupable de tous les maux. L'importance de ces élections législatives justement réside dans l'entité de l'Assemblée nationale et de ses députés. Donc justement, on en a parlé tout à l'heure, tu sais ce que c'est qu'un député ? Oui, tu m'as expliqué le fonctionnement d'un député. Non, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas justement son rôle. Oui. Et du coup, en fait, le député, il est élu par le peuple, donc par vous et moi, justement pour le représenter. Et il est là pour faire des propositions de loi, les voter. Et il joue d'une certaine façon de rôle de contre-pouvoir et contrôle, on va dire, je sais pas vraiment si c'est le contrôle, hein, mais un peu l'action du gouvernement. Donc si je vous ai pas toujours convaincu d'aller voter, sachez que la France n'est pas du tout le seul cas isolé. C'est pour ça qu'on parlait de la montée de l'extrême droite en Europe. Dernièrement, en Autriche, aux dernières élections qui étaient en 2016, le candidat du parti d'extrême droite s'est positionné en première position lors du premier tour avec plus de... il a, je sais plus, c'était à peu près 30%, et il a perdu seulement le second tour avec 47%. Donc nous, on n'était pas loin. C'est un écolo, je crois, face à lui. Hein. Oui. Bon, j'aurais préféré la fibre écolo pour le coup. Et justement, c'est exactement ce qui se passe aussi en Hongrie, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Finlande, en Suède, en Grèce. Bref, tellement de pays en fait en Europe où les candidats d'extrême droite ont gagné énormément de terrain. Donc je compte sur vous pour vous rendre aux urnes. Merci pour cette invitation. Merci, j'espère qu'elle sera entendue. En tout cas, Amina, c'est plutôt bien débrouillé pour sa première. Et juste une question, Amina. Et tu penses que c'est la montée des extrémismes, elle est due à quoi ? Ah, alors, ceux qui vont me dire que c'est lié à l'immigration, c'est lié à la crise économique, c'est pas le cas. Il y a certains pays où justement, je prends l'exemple de l'Espagne, je prends l'exemple du Portugal, je prends aussi l'exemple de Chypre, qui ont connu justement la grosse crise financière de 2008, et c'est pas pour autant que les partis d'extrême droite en fait ont explosé. Certes, c'est vrai que dans certaines bon après il y a le côté historique avec il y a le passé franquiste en Espagne, enfin il y a beaucoup de caractères historiques, mais je trouve ça très facile en fait de réduire ça uniquement à la peur justement de l'autre, à la peur de ce mouvement des migrants, etc. Je trouve ça très simple. Après je sais pas s'il y a c'est plusieurs facteurs. Mais c'est pas uniquement parce que il y a eu plein de migrants qui sont venus entre guillemets nous envahir. Voilà. Après, je sais pas ce que toi t'en penses. Moi, ce que j'en pense, c'est que quand je navigue sur Facebook, par exemple, c'est aussi un révélateur, et que je vois les propos qui sont déversés chaque jour sur des pages. Par exemple, récemment, Pogba, il a effectué un pèlerinage à la Mecque. Oui. Et j'ai vu des flopées d'insultes et de dénigrements de la part de Français qui se le revendiquent, qui sont purement et clairement racistes, et je me dis mais elle est où la tolérance, elle est où la différence dans l'autre, voilà, le respect dans la différence de l'autre. Et on nous invite par exemple, je vais rebondir aussi sur le respect de la différence des autres, par exemple Cyril Hanouna, il traverse une passe difficile en ce moment concernant ses propos, son canular téléphonique, et on nous invite à respecter l'autre dans sa différence, que ce soit son orientation sexuelle ou sa différence de peau, de religion, et ceux qui nous donnent des leçons, eux-mêmes ne les respectent pas. Ah non, mais là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Bah écoute, je partage un peu ton avis, bien que je n'aime pas forcément l'émission de Cyril Hanouna, et ni le personnage d'ailleurs, mais il faut lui reconnaître un certain talent. Mais je trouve que le procès qu'il lui est fait, vraiment, c'est vraiment voilà, ça suffit quoi. Il faut arrêter. C'est un peu ridicule. Il est convoqué demain, une demande par le ministre de la Culture. J'ai aussi l'impression que c'est un coup de pub. Surtout qu'ils ont enquêté en fait. Non, ils ont enquêté. Il y a certains journalistes qui ont justement enquêté. Ils se sont rendus compte qu'en fait la personne qui a été soi-disant expulsée en fait de chez elle, c'était faux. Elle a menti, ouais. Donc bon, ça. Et je pense aussi qu'il y a aussi des choses qui font que on s'accapare cette histoire pour aussi faire la promotion des droits des homosexuels, et ça c'est un coup de pub sans précédent. Il y a eu plus de 20 000 demandes, 37 000. 37 000. Mais 20 000 en 24 heures, c'est quand même extraordinaire. Les musulmans qui se font taper dessus tous les jours dans les médias.
Il y a 4 lettres aussi au CSA. Bon, au bout d'un moment, c'est ce que je disais hier, malheureusement. Il y a aussi, on aime se prendre des coups, faut savoir des fois y répondre. De temps en temps, donc tout le monde peut être capable d'écrire une lettre, tout le monde est capable d'aller sur internet, interpeller, envoyer une lettre au CSA. Bon, il n'y a pas la même gestion en fait, c'est ce que je disais, il n'y a pas la même gestion c'est un lobby. sans rentrer dans une attitude victimaire, on peut sortir une blague sur les arabes, les noirs, ça passe, sur les gays et sur les juifs, maintenant c'est devenu quasi impossible. Merci d'écouter France Maghreb 2 et vous avez bien raison d'ailleurs, bonne soirée, 18h. Voici les horaires de le Fajr pour ce mercredi 31 mai, 5e jour de Ramadan. À Marseille, le Fajr est prévu à 4h37. À Dijon, 4h12. À Clermont-Ferrand, 4h31. À Metz, 3h52. À Reims, 4h. À Orléans, 4h20. À Paris, 4h10. À Amiens, 4h01. Enfin et pour finir, pour la ville du Havre, 4h13. Ces horaires émanent des calendriers des musulmans de France, horaires que vous pouvez consulter sur notre page Facebook France Maghreb 2. Sahar Abdankom. Élection législative 2017, nous sommes dans la 6e circonscription de Paris, dans le 19e et 20e arrondissement de Paris, où nous y accueillons ce soir monsieur Redouane Bengouzid. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir. Vous êtes candidat indépendant, sans étiquette politique donc, et vous vous présentez dans cette circonscription. C'est de 19e, 20e, pour situer un peu Belleville. 11e, 20e, excuse-moi. 11e, 20e, pardon. Oui, voilà, 11e et 20e. 20e arrondissement. 11e, 20e. Et vous avez intitulé le nom de votre liste, La Voix du Peuple. Voilà. Alors, nous, on est indépendant. On veut, en fait, instaurer ce qu'on appelle du voix du peuple au peuple, en fait. C'est un lien entre le Parlement et la population de 6e circonscription. Redouane Bengouzid, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès des auditeurs qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, ce pourquoi vous avez eu envie de vous présenter à cette élection? Voilà, moi je suis chef d'entreprise, je suis dans la communication depuis des années, ça fait 13 ans que je suis dans la communication. Je suis aujourd'hui habitant du 11e arrondissement, là où la circonscription où je suis candidat. Et voilà, aujourd'hui, je me défends pour ma circonscription. Très bien. Alors pourquoi avoir eu envie comme ça de se jeter dans cette grande aventure, à savoir l'élection législative? Pourquoi vouloir devenir député, Redouane, alors que vous auriez pu tranquillement continuer à vivre votre petite vie de chef d'entreprise? Bien sûr, comme le nom de notre liste est la voix du peuple. Nous voulons être le porte-parole du peuple à l'Assemblée, et surtout de transmettre nos idées humanistes et de vivre ensemble dans la scène politique. Ouais, très bien. C'est ça aujourd'hui le message. Est-ce qu'on peut avoir un peu, pour nos amis auditeurs, auditrices, même ceux qui ne sont pas forcément de cette circonscription, mais un attendu de votre programme? Qu'est-ce que vous proposez dans la voix du peuple auprès des électeurs, pour les électeurs? Aujourd'hui, je suis issu du quartier. Je suis citoyen du quartier. Je connais pratiquement les problématiques du quartier. Mes parents, ça fait 49 ans qu'ils sont dans le quartier, ça fait demi-siècle. Je connais ma population. Aujourd'hui, je suis arrivé avec un projet. Le projet de faire en sorte un maison de vivre ensemble. Le maison de vivre ensemble est un festival de la tolérance. Festival, c'est un festival le boulevard de la tolérance qui mène le fameux boulevard qui mène qui mènera de Belleville jusqu'à Nation, là où vous trouvez tous les mélanges de cultures, la culture chinoise, la culture juive, la culture arabe, la culture africaine et la culture française, et de faire en sorte un grand festival international qui permet de faire bouger un petit peu de la politique, de dire voilà, aujourd'hui, on peut vivre ensemble et de passer le message qu'on peut y arriver ensemble. Alors sur votre liste, il y a quelqu'un que je connais, que l'on connaît très très bien dans cette radio, une certaine Inda Djeridi. Voilà, c'est une animatrice radio sur France Maghreb 2. Elle présente tous les dimanches l'émission Parler bien, être et réussir.
Oui, santé, bien-être et réussite. Voilà. Donc, Hinda Djeridi, comment vous avez réussi à la convaincre pour faire de se lancer dans cette aventure? Franchement, elle fait un travail remarquable dans son émission et en même temps, on partage les mêmes idées de vivre ensemble, etc. Donc, ça fait plusieurs années, presque 1 an, 2 ans qu'on a partagé, etc. On a échangé un petit peu et on partage les mêmes idées. En tout cas, ça s'appelle La Voix du Peuple. La circonscription, c'est la 6e de Paris. Il y a de la concurrence, Redouane, dans votre circonscription. Vous êtes combien? Il y a 21 candidats. Ouais. 21 candidats. Aujourd'hui, il n'y a pas de la concurrence. Quand vous voyez Macron qui a gagné 24%, après vous allez voir Marine Le Pen 21%, après 19%. Donc il y a la place pour tout le monde. Faut pas dire il y a de la concurrence. Aujourd'hui, il y a une place pour tout le monde. Ce que je veux dire à mes électeurs, il faut voter pour quelqu'un qui connaît parfaitement sa circonscription. C'est quelqu'un qui est habitant de la circonscription, qui connaît parfaitement les problèmes de sa circonscription. Donc je peux pas trahir mes électeurs parce que je suis issu de ce quartier, donc je peux pas les trahir aujourd'hui. Redouane, est-ce que ça a un coût de vouloir se présenter à cette élection quand on est un candidat indépendant, donc sans étiquette d'aucun parti politique? C'est beaucoup de frais aussi pour une campagne? Oui, bien sûr, c'est un très 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 grand engagement parce qu'aujourd'hui je veux faire du changement. Les Français veulent du changement aujourd'hui. Et je me suis engagé aujourd'hui sur ma circonscription pour faire du changement. Je sais s'il y a des frais, mais je sais où je vais, je sais ma capacité et ça fait des mois qu'on a travaillé sur la circonscription. Il y en a plein de personnes qui nous soutiennent aujourd'hui et pourquoi pas de gagner les élections, il n'y a pas de problème. La Voix du Peuple, c'est le nom de la liste donc qui se présente avec Redouane Bengouzid en tête, suppléante donc de Hinda Djeridi. La Voix du Peuple dans le 11e et 20e arrondissement de Paris, 6e circonscription. On vous souhaite bonne chance, mon cher Redouane. Merci à vous, Christophe. Merci à tous mes électeurs. Et vous pensez pouvoir vous qualifier pour le second tour? Il y a une forte chance. Je suis confiant, il y a une forte chance parce que j'ai déjà fait analyse sur le terrain. Je pense que j'aurai une très bonne chance pour partir sur la deuxième tour. Bon, voilà, dans ce cadre-là, on se reparlera donc entre les deux tours. Merci beaucoup, Redouane. Merci. À bientôt. Allez, à bientôt. Merci, au revoir. Voilà, en tout cas, notre candidat demain indépendant. On restera d'ailleurs dans une autre circonscription de Paris. Jeudi, je vous annonce, c'est Farida Amrani, la candidate de la France Insoumise face à Valls dans la première circonscription de l'Essonne. Là aussi, il y a de l'enjeu parce que Farida Amrani est très bien placé pour battre Valls, qui est pourtant lui en tête des sondages. Hein, oui, ça paraît étonnant, mais il y est en tête des sondages. En tout cas, elle sera notre invité. Et puis vendredi, Hanan Zawani, qui est donc candidate de des Français musulmans en Seine-Saint-Denis. Donc voilà pour le programme des différents candidats aux élections législatives. C'est une bonne chose que des gens comme ça issus de la société, des candidats en étiquette libre, sans étiquette justement, décident de se présenter à l'échéance. Est-ce que ça peut marcher? Personnellement, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir des personnes qui justement connaissent entre guillemets le terrain et qui connaissent les gens du quartier, qui savent exactement quelles attentes ils ont. Après, c'est pas forcément les personnes qui vont émerger. Hein. Oui, voilà, parce que ça peut faire peur, forcément, d'avoir affaire à des gens qu'on connaît pas trop, sans étiquette, etc. C'est des opportunistes. Oui, voilà. Analystes. Après, il faudrait trouver un bon, je sais pas si ça existe. Mais moi, un jour, je me présenterai, je suis sûr, je me présenterai. Je suis sûr. En tout cas, s'il y a une élection qui est plus, je veux dire, atteignable ou plus jouable pour n'importe qui, c'est l'élection municipale, non? Exactement. Les maires, on peut se faire connaître dans sa ville, voilà. Tout le monde connaît Badr Belamine là-bas. Tout le monde me connaît. À Colombes. À Colombes. Tout le monde connaît Badr Belamine. Celui qui ne connaît pas Badr Belamine, c'est comme si. Il l'a fait exprès. Voilà, c'est pas normal. Absolument, il l'a fait exprès. C'est une entité, c'est un personnage, Même Amina, la journaliste, connaît Badr Belamine à Colombes. Oui, quel privilège. Quel privilège, absolument. Bon, mais justement, puisqu'on en parle, voici la vie tranchée de Badr Belamine. Attention, messieurs, dames. On va parler des insectes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Ça pique,
Ça brûle. Ça pique, ça et ça peut faire bourdonne. mal. C'est très important surtout. Donc, mais où sont passés tous les insectes, Christophe? What the fuck, comme dirait l'autre. Cette question inquiétante effleure parfois les automobilistes de plus de 40 ans. Ceux qui se souviennent que jusque dans les années 90, au moindre déplacement, leur pare-brise était constellé d'impacts de bestioles. C'est vrai. Ouais, t'as vu? C'est plus pareil. Il est aujourd'hui le plus souvent immaculé. Nous avons tendance à ne nous fier qu'aux données scientifiques. Mais quand vous réalisez que vous ne voyez plus du tout ce bazar sur votre pare-brise, ça vous prend aux tripes. Qu'on soit sensible ou non à l'environnement, comme toi Christophe, être frappé par la révélation de ce crépuscule des insectes laisse un puissant sentiment d'inconfort. On cherche à se rassurer comme on peut. Peut-être que les voitures d'aujourd'hui sont simplement plus aérodynamiques. Peut-être que nos amis les insectes se sont exilés dans des contrées plus hospitalières. Hein. Enfant, j'ai de puissants souvenirs où les insectes d'hiver égayaient nos longues journées d'été. Abeilles, bourdons, frelons, papillons, chenilles, lucioles, libellules, fourmis, sauterelles. C'était une explosion de vie. Nous ne pouvons nier qu'aujourd'hui les cafards et les mouches... Oui, vas-y, je t'en prie. Il ne reste pratiquement plus que les cafards et les mouches. Je pose une question à nos auditeurs. Oui. Quand avez-vous croisé pour la dernière fois un papillon? Si vous cherchez un peu longtemps, c'est qu'ils ne sont plus légion. On pourrait aisément me traiter de parano, de bobo écolo, mais la disparition du monarque, ce célèbre papillon migrateur ralliant le Mexique via les États-Unis, prouve que le déclin des insectes est mondial. La science a toutes les peines du monde à quantifier cette discrète disparition. Et aussi un peu parce que tout le monde s'en fout. L'intérêt scientifique de telles expériences était jugé faible, nul ne pouvant imaginer que ce vaste monde de grouillants et bourdonnants puisse un jour connaître un effondrement aussi radical et rapide que celui observé aujourd'hui sur tous les continents. Effondrement, le mot n'est-il pas un peu fort? Les maigres données disponibles permettent d'en juger. En 1989, des entomologistes allemands posaient une série de pièges dans une réserve naturelle en Allemagne et mesuraient la quantité de bestioles récupérées. En 2013, le même dispositif expérimental indiquait une réduction de 80% de la biomasse d'insectes piégés. En 25 ans, les 4/5 des insectes de la zone s'étaient volatilisés. L'année 2013 était peut-être inhabituellement catastrophique. Ils sont donc revenus avec leurs pièges sur la même zone l'année suivante, et ils ont retrouvé des résultats similaires. Que s'est-il passé pour qu'un tel désastre se produise en si peu de temps? Le principal suspect est cette famille d'insecticides. Je vais m'appliquer parce que c'est un peu compliqué à dire. Les néonicotinoïdes, ça ressemble à un médicament. Voilà. Utilisés directement sur les semences et déployés de manière préventive systématique sur des millions d'hectares de grandes cultures depuis les années 90. Leur usage est restreint en Europe depuis quelques années, mais certains de ces produits persistent longtemps dans les terres agricoles, imprègnent désormais aussi les cultures non traitées et la flore sauvage. Le déclin des abeilles n'est de toute évidence que la petite partie émergée d'un immense iceberg. Que disent les agrochimistes qui commercialisent ces produits? Il faut bien nourrir l'humanité. La partie la plus tristement comique de cette histoire, c'est que les rendements agricoles déclinent également avec l'usage de ces pesticides destructeurs. Ce fait est illustré par plusieurs études jusque-là passées inaperçues. En Finlande, une culture comme la navette, un oléagineux, Christophe, proche du colza, voit ses rendements décroître depuis 1993. Au milieu des années 90, excusez-moi, parce que j'ai pas bu d'eau et c'est difficile de... Ouais, on est tous pareils, hein, tu sais. Non, pas tous pareils. Pas Si, toi. si, non, j'ai vu ta petite bouteille d'ice tea cachée là. C'est pas bien ça pendant un moment en plus. Hein, c'est vrai. J'ai menti. Donne-moi des dates, faut que je mange. Au milieu des années 90. Au moment où étaient déployés ces nouveaux pesticides. On en récoltait en Finlande d'une moyenne de 1,7 tonnes à l'hectare contre 1,2 tonnes aujourd'hui. En analysant ces variations région par région et en observant que dans les zones de l'usage de néonicotinoïdes a été le plus intense, que le déclin des rendements est le plus important. Malgré un dossier de plus en plus indéfendable, les fabricants de ces substances sont bien décidés à les défendre bec et ongle devant les régulateurs européens pour les maintenir à toute force sur le marché. Une intense campagne de lobbying est en cours à Bruxelles et au Parlement de Strasbourg. Son issue sera très intéressante et ne présage rien de bon pour la planète. Voilà, j'ai fini. C'était un petit peu long et un petit peu chahuté dans la lecture, mais je suis déshydraté, j'ai pas bu et ça fait longtemps que je suis pas venu. Pardonnez-moi, chers auditeurs.
Mesquine. Bon, Mesquine. Qu'est-ce que tu retiens de ça, Amina? Qu'est-ce que tu retiens de ça, Christophe? Parce que n'essaie pas d'éluder le côté écolo là de la partie de l'émission, parce que c'est très important. On a tendance à délaisser ce côté-là, mais c'est très important. On se dit c'est des insectes, qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais les insectes. La primeur, vas-y. Non, là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, c'est vrai que ce phénomène-là, on le voit essentiellement dans les villes, mais il suffit que tu sortes un peu des grandes villes. Non. Perso, j'en vois souvent des papillons, et je me fais où? Des papillons. Oui. Mais j'en vois à Nanterre, j'en vois à Courbevoie, j'en vois à Colombes. Où ça? J'aimerais savoir. Je fais du vélo, donc je les croise. Ah, je ne fais pas de vélo. On se fait souvent des balades à vélo, toi et moi, non? Oui, mais donc, du coup, j'aimerais bien voir ces papillons. Moi, je les croise. La prochaine fois, tu me suivras sur mon chemin et tu croiseras les mêmes papillons. Des papillons avant, pour faire un jeu de mots, des papillons avant, il y en avait à foison, des abeilles aussi, voilà. Donc, on rejoint aussi les, comment dirais-je, les piafs qui disparaissent. Exactement. Les piafs qui disparaissent, les moineaux qui sont en voie de disparition aussi. Donc les insectes ils sont importants au même titre que les requins. Excusez-moi, je fais un clin d'œil à mon association, mais il faut se préoccuper de ce genre de choses. C'est vrai que notre confort et notre envie de consommer plus nous pousse à dénigrer ces petites bestioles là, mais c'est vachement important la nature, la vie, tout ça, parce que demain on va disparaître, on va laisser des enfants, et qu'est-ce qu'on aura laissé à la terre? On aura un champ de désolation. Donc pensez-y, c'est comme le corail, c'est comme toutes ces choses là. On a bien compris, cher ami. Oui, d'accord. Oui, mais j'insiste encore. Oui, non, mais c'est bon. Voilà, ça y est, on va y aller. On va passer à autre chose. Donc, non, j'ai pas eu ton avis sur les insectes, Christophe. Écoute, les insectes, je les aime pas. Voilà. C'est tout. Oui, c'est tout. Oh là là. Attends, je vais t'attendre à la sortie. Allez, tout de suite, voici le j'aime ou j'aime pas, tiens. Voilà, j'aime pas les insectes. Ou lol aussi, bien sûr. Alors j'aime ou j'aime pas. Alors qu'est-ce que j'ai le footballeur le plus cher au monde, Paul Pogba, qui s'affiche donc au pèlerinage à la Mecque et qui poste ainsi ses vœux de bon Ramadan. On aime, on n'aime pas Paul Pogba à la Mecque? J'aime pas l'ostentation, mais j'aime. Après c'est quoi? C'est juste une photo, il y a une photo, il y a vidéo. Moi je pense qu'un téléphone il n'y a rien à faire à la Mecque. Je vois pas pourquoi on va se recueillir. Qu'est-ce que fait McDo à la Mecque alors? Voilà, ça aussi je suis d'accord. Ouais. Que ça, que les fast-food. Voilà. Alors qu'est-ce que fait un téléphone dans une rédaction en pleine antenne? Rédaction en pleine antenne. C'est pour. C'est vrai. On maîtrise les réseaux sociaux. Ouais, c'est un nouveau mode de communication. Non, je suis désolé. La France vote pour une résolution de l'OMS critiquant Israël pour justement manquement de sanitaire dans les territoires occupés. On aime, on n'aime pas que la France quand même commence à chatouiller un peu Israël. On aime. C'est qui la France? Après c'est pas assez. La France, c'est les autorités françaises, c'est l'État, Macron et compagnie, qui a voté donc pour une résolution, un plan à critiquer Israël sur le manquement de sanitaires dans les territoires occupés. Nador, on en parlait tout à l'heure, un journaliste algérien qui a effectivement été arrêté puis expulsé du Maroc. On aime, on n'aime pas? On n'aime pas. On n'aime pas. Au Maroc toujours, on atteint un pic record de détenus avec 80 000 prisonniers dans le territoire du royaume. C'est plus qu'en France. Ouais, 80 000 prisonniers. C'est énorme. On aime, on n'aime pas? À vrai dire, ils sont enfermés, mais il faudrait peut-être construire des prisons un peu plus respectables. Ah oui? Ouais. Très bien. La Suisse restitue à la Tunisie une partie des avoirs bloqués du clan Ben Ali, ce qui représenterait quand même quelques millions d'euros. C'est vrai ça? Mais la Suisse, il devrait restituer pas mal de choses. Il devrait restituer au peuple. Au peuple, mais pas que. Mais si on remonte encore plus loin, la Suisse. Et puis tiens, dans le j'aime ou j'aime pas des chefs tribunaux, le chef tribunal islamique palestinien a ordonné aux juges de ne pas prononcer de divorce durant le Ramadan. On aime ou on n'aime pas? On n'aime pas. Si, ça peut être sympa. Quoi, ça peut être sympa? Parce que quand on est sous Ramadan, des fois on laisse éclater sa colère un peu stupidement parce que on a. Mais justement, tu devrais ne pas éclater ta. Mais le bon comportement des fois. Non, mais justement, c'est on attend justement la rupture du jeûne pour c'est se réconcilier, c'est ça? C'est mieux, ça peut ça peut arriver. T'engueules ta meuf toute la journée, le soir. Des fois c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Pourquoi c'est du n'importe quoi? Développe. Mais je suis désolée.
désolé, normalement c'est censé t'apaiser le ramadan. Mais toi, oui, mais moi, mais normalement, mais je te parle du commun. Comme là, tu vois là, ça me démange. Oui, bah détends-toi, tout va bien. Je suis là, tout va bien. Je suis là, tout va bien. Bon, pub dans un instant, coup de cœur sur France Maghreb 2 de Amina et de Bad. T'inquiète pas, je suis là, il risque rien de t'arriver, ma chère. Merci. Pas de problème, t'es bien protégé, t'inquiète pas, t'es ici chez toi. Mais n'oublie pas que t'es chez moi. Oui. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, avec Amina Kalash, notre journaliste, avec Badr Belamine, notre écolo, qui sont avec nous aujourd'hui pour nous accompagner sur France Maghreb 2 dans votre émission, bien entendu, le grand forum, avec bien sûr à n'importe quel moment la possibilité beaucoup quand tu dis pour mon voir. famille. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, ça résonne bien. Ah, très bien. Kalash. Oui. Amina Kalash. Donc à n'importe quel moment, évidemment, on peut vous intercepter au standard dans le cadre de Libertad 01 40 33 9000. Quelques informations aussi en bref aujourd'hui, et notamment pour vous parler de cette plainte déposée cette fois par Marianne de Sarnez, ministre des Affaires européennes, pour dénonciation calomnieuse, plainte contre l'eurodéputée du Front National Sophie Montel, qui avait évoqué des soupçons d'emploi fictif visant donc des assistants d'eurodéputés, dont une ancienne collaboratrice de Marielle de Sarnez, une affaire qui pourrait donc aussi concerner des élus de droite comme Brice Hortefeux ou Jérôme Lavrieux. Donc voilà, les assistants parlementaires, on commence toujours et encore à en parler. On en a parlé beaucoup pendant la campagne au travers des différentes affaires Fillon, et on continue d'en parler avec les nouveaux ministres en poste. Est-ce que ça vous fatigue pas un peu cette histoire, Amina et Badr? En fait, c'est toujours la même chose, hein, et j'ai pas l'impression qu'il y ait un renouveau. Enfin, c'est toujours les mêmes histoires. Donc, c'est sûr qu'à la longue, c'est un peu fatigant. Badr, ça devient fatigant? Ouais, blasé, moi. Ouais. C'est l'écologie, c'est tout. Allô, bonsoir. Voilà, t'as vu, t'as dit écologie, ça a raccroché. C'est ce que je te dise. Hein, c'est preuve que ça intéresse vraiment beaucoup de gens. 01 40 33 9000, ça peut évidemment tomber à n'importe quel moment. Voilà, je peux vous intercepter comme là, et je me suis pris un vent. Sinon, il paraît, messieurs dames, que l'économie française va mieux. Bonne nouvelle, youpoupou, encore l'INSEE, l'Institut des statistiques vient de réviser à la hausse son estimation croissance pour le premier trimestre, croissance à 0,4%, soit 0,1 point de plus qu'annoncé précédemment. Bonne nouvelle? C'est le départ de Nantes, c'est normal. Voilà. Oui, mais bonne nouvelle, mais faut expliquer à nos éditeurs que la croissance n'est pas infinie. Donc à un moment, il n'y aura plus de ressources et ça va s'arrêter. Il faut repenser le monde, consommer différemment, être écolo. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, quel est votre prénom et ville d'appel, cher ami? Ouais, Christophe, c'est Abderrahman de Bervilliers. Salut Abderrahman de Bervilliers, bienvenue à toi. Ramadan Moubarak, mon frère. Je voulais juste intervenir par rapport à ce qui se passe au Maroc actuellement. Vas-y, on t'écoute, Abderrahman. Ouais, je voulais juste vous dire que c'est un régime dictature et que la pauvreté, il est partout au Maroc. Il n'y a pas uniquement le nord du Maroc. Moi, je suis du sud. Oui, mais je suis dans le sud. Donc, quand tu fais les démarches pour les papiers, par l'administration et tout ça, il faut toujours avancer de l'argent. Sinon, t'as pas, quoi. Moi, je suis parti là-bas pour investir dans l'immobilier et tout ça, et j'ai eu beaucoup de difficultés au niveau des papiers, de l'administratif, tout ça. Si t'as pas des pestons, si t'as pas de la famille qui travaille dans la préfecture ou que ce soit, tu galères, quoi. Ça a évolué. Merci Abderrahman, en tout cas. Bon, je suis du sud, moi. Hein. Je vous rappelle que plus loin d'Agadir, là, on allant sur Golmim, tout ça. Moi, je suis de Rabat. Ouais. Bon, eh bien, Bad n'est pas forcément d'accord avec toi, mais c'est l'avantage de pouvoir le dire aussi tranquillement, en toute liberté. Merci beaucoup. Les gens, ils sont révoltés, ça va pas s'arrêter de toute façon. Aujourd'hui, c'est les rives, demain, ça va repartir ailleurs. Affaire à suivre. Merci Abdelrahman, à bientôt. Du côté du standard 01 40 33 9000. Et puis avant de passer à vos coups de cœur, je voulais vous parler de ce qui se passe de cette grève des transporteurs de matières dangereuses, les carburants, le gaz, les produits chimiques. Grève lancée vendredi dernier par la CGT pour l'amélioration des conditions de travail. Un mouvement qui se poursuit aujourd'hui essentiellement en Île-de-France, mais les perturbations restent assez limitées, dit-on. Seul le dépôt de carburant de Rouen en Seine-Maritime est bloqué. D'après le groupe Total, l'activité donc serait faible dans les dépôts de Gennevilliers, tout près de Paris, et à Grand-Puy en Seine-et-Marne. Apparemment, donc voilà, qui occasionne quelques problèmes
quelques problèmes donc d'alimenter les trucs là d'essence. Aidez-moi un peu là. Voilà, les pompes à essence. Merci. Voilà. Oui, donc quand ça bug. Voilà, c'est Bad qui m'a contaminé. C'est bug neurologique, ça arrive. C'est le Ramadan. Ouais, tu m'as surtout contaminé là pour le coup. Ramadan Moubarak. La prochaine c'est moi alors, c'est ça? Non, tout va bien, Amina. Voilà. Alors on va passer maintenant à vos coups de cœur, cher Badr et cher Amina. C'est parti, jingle. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Voilà, le coup de cœur, comme tu l'as si bien dit. Alors on va commencer par Amina. Avec plaisir. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur. C'est le projet Demos. Donc pour moi c'est un projet porteur de sens. Est-ce que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler? Jamais. Et toi, Christophe? Non, jamais. Non, en fait, le projet Demos, c'est le dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Donc, c'est long, c'est barbare, comme ça. Mais justement, c'est l'aspect social et démocratisation de l'art qui témoigne de la beauté de cette initiative. Donc, en fait, c'est des enfants entre 7 et 13 ans, issus de quartiers en retrait ou socialement défavorisés, qui redécouvrent ou qui découvrent la musique classique. Donc qui pratiquent un instrument qui leur est confié pendant toute la durée du projet, violon, violoncelle, flûte traversière. Donc il y a du choix. Ensuite, ils suivent des cours collectifs chaque semaine qui sont encadrés par des professionnels. À la fin de l'année, ils se produisent dans les plus grandes salles parisiennes, par exemple la salle Pleyel, la Philharmonie de Paris ou encore le ministère de la Culture. Donc c'est des lieux de prestige et puis surtout en fait pour des enfants qui ne côtoient pas quotidiennement ou régulièrement ce type de lieu. Et c'est le cas justement d'un petit garçon que j'ai suivi qui s'appelle Younes, qui a participé au projet pendant 2 ans et qui est aujourd'hui inscrit au conservatoire de la ville de Nanterre. Donc on a un petit extrait, si on peut le faire passer. Eh bien on l'écoute, c'est parti. D'accord, oui, média. La musique classique, je préfère écouter ça par rapport aux jeunes qui écoutent du rap. Et pourquoi? Je sais pas, c'est mieux. Dans un quartier, c'est pas pareil que la musique classique. Je dirais que les Pâquerettes, c'est un quartier quand même assez mélangé par rapport à d'autres quartiers. Il y a de tout niveau culture, pays d'origine. Ouais. Et c'est aussi un quartier où il fait bon vivre. Un jour, on était avec ma mère, on passait et là on voit des gens avec des instruments sur leur dos. On dit oui, ils font du violon, de l'alto, etc. Du coup, moi, je me suis dit, ah maman, regarde, ça va être intéressant. Et du coup, c'est là et on est parti s'informer pour savoir, etc. Et c'est là où tout a commencé, on pourrait dire. Voilà, une belle initiative en tout cas. Et justement, en fait, la musique que vous entendez, c'est des gens issus de quartier qui la jouent. Et le projet, il a déjà concerné 1800 enfants dans tout le territoire national depuis sa création en 2010. Et il permet en fait à des enfants de se découvrir une passion pour un art qui est jugé en fait initialement inaccessible. Et ils se mettent à découvrir la musique classique avec tous les grands noms, Mozart, Beethoven, Vivaldi, Bach. Et c'est Lilian Thuram qui parraine en fait cette initiative. Ah, très bien. Voilà. Et pour un projet qui permet justement de briser les clichés que l'on veut octroyer dans les quartiers d'hypo populaires. Et en fait, l'extrait plutôt sonore, c'est issu d'une vidéo que vous pouvez découvrir sur YouTube. C'est la valse du Petit Nanterre et en fait, c'est un court documentaire qui retrace un peu le suivi. Petit Nanterre. Voilà. D'accord. Donc c'était mon coup de cœur. Eh bien, merci. Super. Très cher Amina. Mon cher ami Badr. Prenons les choses à la base. Oui.
Cargo Time est un collectif composé de 2 MC, respectivement originaires du Val d'Oise et des Yvelines. Joe et Indy ont doucement exercé leurs oreilles et aiguisé leurs plumes, avant de s'associer pour mêler leurs influences et leurs styles, maîtrisant tout autant la composition que l'écriture, jouant sur des métaphores et des allitérations, enchaînant les punchlines lunaires. Ces forcenés de la musique se réunissent le plus souvent sur des compositions novatrices aux sonorités électro. La terre est ronde, mes idées sont carrées, un peu comme dans la chute, sauf que maintenant j'ai évolué, la difficulté ne m'atteint pas. Je t'ai fait déjà mes textes petits. Toi aujourd'hui tu sors de chez toi, ensuite ce que fait le petit Indy. Hey yo c'est facile pour moi, je vous regarde sur mon perchoir. Avec J.O. on parle de tout mais sûrement pas de vos histoires. En fait c'est simple, vu de notre hauteur on prendra pas de fit à froid. Y'a un peu comme un moteur arctique sur Bouscapé, j'ai rien demandé, je fais pas le show. Ils font des paquets d'entrée, moi je fume 4 paquets de garrot. Attends un peu, j'espère que les faux s'en sortent, puisque moi je suis plus que bien, l'amour dans le mal me réconforte. Des pulsions puissantes immorales, bien sûr que ma haine est viscérale. J'fuck le nazi comme Soral et tous ces fachos caporal. À quelle vitesse déboule une balle, je regarde ta vie sur le bout de ma batte. Je regarde ta vie sur le bout de ma batte. Jeunesse impolie, je me dévie de la terre et demande l'asile. Dévie des batteurs à utiliser les rimes, conscient des mots des insignes. Puis sur un cratère, j'attends que le feu réchauffe le corps. Je suis comme l'ingénieur, je garde un œil sur le décor. Pourtant j'ai compté les traîtres, compté les dossiers, compté les pertes. Je vais pas négocier, paniquer dans l'heure, dans l'aube, download, va niquer ta mère. Oh non, condom, je parlerai pas de ton père. Salaud, ça bave trop. Qui a choisi de me perdre m'a perdu. En attendant je me lève encore avec le pied dans la verdure. Qui a choisi de me perdre m'a perdu. En attendant je me lève encore avec le pied dans la verdure. Ça fait no. Alors ça s'appelle comment Badr, on rappelle? C'est Novi et c'est extrait d'album de Cargo. Voilà, Cargo, c'est pas mal, sympa. Ça me fait penser à un petit peu un rappeur dont je me rappelle plus le nom, mais qui fait partie du label de Dim Record de Medine. Ouais. Voilà, qui est un peu le Tiers-Monde, voilà. Tu connais Tiers-Monde? Non, pas du tout. Bon, voilà. Je jetterai un œil. Une oreille plutôt. Fait penser, voilà, écoute Tiers-Monde, tu vas voir, ça fait penser un petit peu à ça. Tiers-Monde. Mais ils ont beaucoup de talent, vraiment. Bon, bah voilà, musicalement c'est plutôt pas mal. Bon, ça ressemble pas trop à du PNL. Est-ce que vous aimez bien PNL? Pas du tout. Pas du tout. J'écoute pas en fait. En ce moment, il y a du PNL partout. Ça commence à gaver, franchement. Avec les cheveux longs, tout le monde a les cheveux longs. Voilà, c'est PNL par-ci, PNL par-là. C'est vraiment très fatigant. Ouais. MHD, Poupa. Ouais. Ah, Booba, c'est encore pire. Mais on va pas rentrer dans ce débat-là. Ah, Booba, ça t'aime pas? Moi, je suis pas du tout fan. Moi, j'aimais pas Booba avant. Après, j'ai compris un petit peu sa logique. C'est juste du business. Hein. Non, mais il est très fort. Il est très fort. Mais c'est pas ce que j'écoute. Les gens réclament et il leur donne ce que les gens réclament. C'est tout. Mais sur d'autres artistes, PNL, MHD, j'arrive pas à adhérer, j'arrive pas. Alors messieurs dames, bien sûr sur France Maghreb 2, encore quelques minutes pour le grand forum. Et je vous rappelle qu'à partir de 19h, nous retrouverons l'émission Parler Islam avec ce soir l'imam Mohamed Bajrafil qui est avec nous. Déjà bonsoir Mohamed. Bonsoir, salam alaikum. Bonsoir Mohamed Bajrafil. Alors de quoi souhaitez-vous parler ce soir avec les auditeurs en ce 4e jour de Ramadan? Alors, je vais revenir rapidement sur une question qui m'a été posée hier pour la développer parce que j'ai compris que la question, malheureusement, elle continue à se poser de jour en jour et j'espère que aujourd'hui on aura fait en sorte que tout le monde la comprenne, c'est la question de la notion de imsak. L'abstention ou l'abstinence de manger ou de boire ainsi que d'avoir des relations intimes de l'aube véridique jusqu'au Très bien, ça c'est intéressant Mohamed, justement parce que beaucoup me disaient encore hier soir, même après votre explication, mais alors est-ce qu'on doit manger, s'arrêter de manger dès que la prière commence, est-ce qu'on peut attendre la fin de voilà, des gens sont un petit peu perdus et c'est très bien en tout cas de pouvoir faire en sorte d'en parler dans quelques instants donc sur France Maghreb 2 avec l'imam Mohamed Bajrafil donc pour cette question. Tiens, est-ce que par exemple vous savez, vous Amina, Badr, à partir de quand il faut s'arrêter de manger le matin? Moi je me fie certaines personnes qui me disent qu'il faut attendre de voir le fil blanc de l'aube ou quelque chose comme ça. J'écoute ma mère.
Je sais pas. Ah, et ta mère te dit quoi, Amina? Ma mère, quand elle dit vous arrêtez de manger tout de suite, quand elle entend le Even, elle m'a dit, elle nous regarde tous, vous arrêtez de manger tout de suite. Je peux poser une question. En action, on arrête. Alors Mohamed, justement, la mère de Amina dit, à partir du moment où on entend Allah Akbar, terminé, on arrête de manger. Elle est dans le juste ou pas, Mohamed, sans trop rentrer dans les détails, hein, on y rentrera dans un instant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la personne de finir de manger, mais on viendra là-dessus. Pour lever sur le comment dirais-je sur la contemplation. On doit pas regarder nous-mêmes plutôt que de regarder les montres, non? C'est pas mieux. Même si vous regardez vous-même, vous pouvez ne rien voir. Mais en fait, c'est une divergence qui naît de la manière dont on a compris le verset dans lequel Dieu dit jusqu'à ce qu'il vous soit possible de distinguer un fil blanc d'un fil noir à l'horizon. Ouais. Et vous allez voir en fait que c'est beaucoup plus fin que cela et que c'est normal qu'il y ait divergence et qu'il n'y a pas de quoi se prendre à la tête. Et c'est pour cette raison qu'hier je vous ai dit qu'il y avait Huzayfa, ce grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit avoir mangé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le suhour jusqu'à ce que, disait-il, il voyait la journée sauf que le soleil ne s'était pas levé. Donc on viendra là-dessus parce qu'il y a beaucoup de confusion malheureusement. Il y a des gens qui veulent bien faire, etc. Moi, ça me dérange pas du tout. Le credo de notre émission, c'est de donner tous les avis pour que tout le monde soit au clair et au fait de ce qu'il fait et qu'on arrête de se faire intimider ou apeurer par des gens qui viennent avec un calendrier ou avec un autre. Parce qu'en réalité, ça vient de la manière dont les choses ont été comprises. Il y a l'école de l'imam Malik, par exemple, et de beaucoup de théologiens qui considèrent que on mange jusqu'à ce que justement cet instant arrive, et d'autres qui disent non, on s'abstient avant par précaution, et qu'en réalité les deux sont bons et les deux manières sont bonnes et qu'il n'y a pas il faut pas se prendre la tête sur ces questions-là. Je suis d'accord. Très bien, et bien c'est en ça qu'on va y revenir dans un instant avec vos questions aussi que vous pourrez poser à l'imam Mohamed Bajrafil ce soir, comme chaque soir d'ailleurs, de 19h à 20h, 08 92 23 99 50 avec l'imam Mohamed Bajrafil. Donc on va essayer de tenter d'expliquer aux auditeurs auditrices cette notion de l'IMSEC, le moment en tout cas intéressant, propice, et normalement où on est censé arrêter de manger, de commencer, de débuter notre jeûne. On y reviendra bien sûr dans un instant avec l'imam Mohamed Bajrafil. Juste avant, un petit tour du côté du standard, 01 40 33 9000 pour un petit dernier tour de Libertal avec Badr Belamine avec Amina Kalash. Bonsoir. Allô, une fois, deux fois. Ok, 01 40 33 9000, bien sûr, on mettra le couvert dès demain. Badr, merci beaucoup mon gars. C'est moi. Amina? Bah merci à toi. Moi je te valide. Oh merci. Voilà. Bah écoute, à très vite en tout cas Amina. À très vite. Amina, donc journaliste. Tout le monde s'en fout, mais ça vient de tomber. Nora Malagré annonce son départ de TPM. Bah non, c'est tombé. C'est tombé hier soir, mon vieux. Oui, c'est tombé hier soir. Ça vient de mais tomber, dans tous les cas, on s'en fout. Ça vient de tomber, mais tout le monde s'en fout. Oui, tout le monde s'en fout, mais en même temps, c'est tombé hier soir, je te disais. Voilà. Donc on savait depuis hier soir. Pas moi. Bah sur Twitter. Faut être connecté sur Twitter. Pas Twitter, faut que tu me formes. Mais par contre, Twitter, il faut. Ah oui, là, je te fais une formation sans problème. Ok, formation accélérée. Merci Bad, merci Amina, et à demain donc pour le grand forum dans un instant, le grand Mohamed Bajrafil pour l'émission Parler Islam sur France Maghreb 2. À tout de suite.